J'ai en effet beaucoup de mal à réfléchir assez rapidement, prendre vite des décisions, ce qui fait perdre du temps. Je remarquais qu'ils devaient trouver mon comportement bizarre, comme quoi j'étais souvent dans la lune, que des fois je m'étais un peu... Ça m'arrivait même, c'est pas très fin, mais ça arrivait même de mettre mes mains dans mes poches, voire dans mon slip, et ça pouvait gêner les personnes qui étaient aux alentours, ce que je pouvais comprendre. Que je n'allais pas assez vite et qu'il me fallait du temps pour m'adapter. La société pour laquelle je travaillais ne m'a pas gardé. On met fin à ta période d'essai, donc autant le dire de suite, j'ai été viré, et ça m'a provoqué presque une phase de dépression parce que j'ai toujours rêvé d'être là. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est avec Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour. Ça va ? Ça va bien. Du coup, Aurélien est Asperger et ingénieur en même temps. Donc on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de plein de choses diverses et variées du coup autour de l'autisme. Et il va nous raconter sa vie, globalement. Vous êtes nombreux à vous être abonnés, donc bienvenue à tous les nouveaux. Un grand merci à vous. On passe plein de caps avec vous. Donc merci à vous de nous soutenir dans cette aventure. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous avons Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, Facebook. Donc merci de vous abonner et donc rejoignez-nous. Est-ce que tu as déjà participé à un podcast ou un truc comme ça ? Eh ben non, pour le podcast, c'est la première fois que j'effectue ce genre d'expérience. Bon ça va bien se passer. On va déjà retracer ton histoire. Comment s'est passée ton enfance ? On peut dire qu'il y a eu des hauts et des bas, hein. C'est un peu vague, mais bon, on va dire ça avait un peu commencé. Les premiers signes, ça avait un peu commencé quand j'étais en CE1, que j'avais des grosses difficultés de concentration. Ça agaçait principalement l'institutrice qui pensait que j'étais pas sérieux, et c'est même à cause de ça que j'ai redoublé mon année. Puis après, peu après, on s'est rendu compte que oui, j'avais en effet des gros problèmes de concentration, mais pas que. Je mettais mes mains un peu partout sur mon corps. J'étais très souvent seul à l'école, notamment à cours de récréation, ce qui faisait que j'étais un peu une cible facile. Enfin, on sentait que j'avais une sorte d'un peu de problème d'intégration avec les autres. J'étais souvent dans mon monde, on va dire. Il y avait même une autre institutrice me disait que ce serait bien que je joue pas tout seul, mais bon, c'était dans mes habitudes. Et oui, mais on peut dire que c'est au collège que ça a été principalement le pire, parce que là, il y a quand même dans ce genre d'institution qu'il y a beaucoup d'intolérance. Et comme j'étais souvent seul et que j'avais des comportements un peu étranges, j'étais souvent la cible de harcèlement. Ouais. Beaucoup venaient vers moi pour se moquer de moi, ou alors certains me rejetaient. Et quand ça allait trop loin, j'étais obligé de prévenir soit les surveillants, soit la CPE, pour leur dire que c'était plus possible. Mais ouais, le collège, on va dire, ça a été la phase la plus difficile. Et du coup, t'as été diagnostiqué à quel moment ? Très tardivement, seulement presque à l'âge de 20 ans, en 2016. Et encore, c'était le cas, puisque ma mère, qui est devenue plus tard assistante de vie scolaire, s'est occupée d'élèves atteints d'autisme dans le collège où elle travaillait. Elle a remarqué certaines similitudes entre ses élèves et moi-même. C'est là qu'elle a émis l'hypothèse que j'étais atteint d'une sorte peut-être d'un trouble autistique. Et c'est pour ça qu'en 2018, j'ai effectué un diagnostic à l'hôpital André Mignot du Chesnay, où les médecins m'ont fait passer des tests pour voir si j'appartenais bien au trouble autistique, et ils ont déduit, oui, je suis bien atteint du syndrome d'Asperger. Ce qui m'a permis donc d'obtenir le document en ma RQTH, reconnaissance qualifiée travailleur handicapé. Et par la suite, j'ai pu la dernière année de master que j'avais redoublé parce que je n'avais plus le temps de terminer les examens dans les temps. J'ai demandé d'obtenir un tiers-temps grâce à ma RQTH, et ce temps supplémentaire m'a permis de valider mes examens. Mais du coup, parce que du coup, tu nous as dit que ça a été diagnostiqué tard, effectivement. Avec tous les signes que tu as, vu que tu nous as dit qu'à l'école, t'étais tout seul, etc., personne ne s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose. Oui, en tout cas, et c'est peut-être parce que on a commencé à étudier, peut-être que je me trompais, mais on a commencé à étudier l'autisme particulièrement tard en France. Beaucoup de personnes ignoraient en quoi cela consistait. Peut-être qu'à l'époque aussi, quand on parlait d'autisme, c'était les personnes lourdement atteintes.
mais pas celle qui était un peu plus faiblement atteinte. Et oui, comme le domaine de l'autisme était encore assez peu connu dans la société, peut-être même particulièrement en France, ben c'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas parlé avant, je pense. Comment t'as réagi quand t'as été diagnostiqué? Est-ce que ça t'a soulagé? Ça m'a pas soulagé, mais au moins j'étais content d'avoir une explication, on va dire. Donc il y a plusieurs types de diagnostics, enfin d'autisme, pardon. Oui, bien sûr. Donc toi c'est du coup Asperger, Le c'est ça? syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Ça change quoi par rapport aux autres formes d'autisme? Ah, alors, je ne connais pas bien les autres formes d'autisme, mais par contre, je peux vous dire ce que ça change par une personne qui ne serait pas atteinte. Par Oui, exemple. vas-y. Par exemple, comme je dis, donc c'est dur de rester concentré tout le long quand on donne une longue explication. Je pars très souvent dans mes pensées, je peux facilement décrocher. C'est pour ça, lors des cours ou des réunions qui ont une certaine longueur, je vais très facilement partir dans les pensées. J'ai aussi mes autres caractéristiques, c'est que j'ai beaucoup de mal à supporter les imprévus. Je peux facilement angoisser face à une situation que je n'avais pas prévue et voire même facilement m'énerver pour des choses qui ne sont pourtant pas si graves que ça. Mais bon, beaucoup de mal à supporter les imprévus. Je suis facilement angoissé et je possède en fait un peu une hypersensibilité à tout ce qui est oui, à tout ce qui est sensation dans mon corps, tout ce qui est bruit ou lumière très vive. Enfin, et cette hypersensibilité, ça peut vraiment perturber mon quotidien. Ces derniers temps, ça m'a un peu aggravé au point que j'ai dû aller consulter carrément un psychiatre qui me donne quelques médicaments, notamment quelques antidépresseurs comme la sertraline, parce que bah voilà, cette hypersensibilité a tendance à me comment pourrais-je dire? Elle me dérange dès que j'essaye de profiter de quelque chose, de contempler quelque chose ou profiter de quelque chose. Mon corps se concentre sur tout ce qui le dérange et voilà, cela provoque des sensations désagréables, enfin. Oui, du coup, tu évites les lieux trop bruyants, j'imagine. Oui, par exemple, en effet. Donc pas de centres commerciaux, pas de grosses fêtes. Ben, on va dire, ça dépend un peu. Je peux participer, si, de manière ponctuelle à certains événements festifs, tant que cela ne dure pas trop longtemps. Mais par contre, oui, il y a certains bruits que je ne supporte absolument pas, comme les bruits de tronçonneuses, par exemple. Les bruits de machines de chantier, ça c'est vraiment très désagréable à entendre, à être à côté lorsque ça se produit. Et oui, je ne peux pas rester trop longtemps là où le son est trop fort. Et comment tes parents t'ont aidé après ou avant le diagnostic? Comment ils ont réagi déjà au diagnostic? Bah, en fait, ma mère s'y attendait un petit peu, donc Oui. bon, elle n'était pas surprise du résultat et c'est même elle qui m'a vraiment aidé dans la procédure pour faire le diagnostic à l'hôpital. Donc, Là, en ce moment, tu vis seul ou avec ta famille? ben, je vis seul. J'ai vécu chez mes parents. Alors, il y a eu des phases où je suis parti quelques mois, mais j'ai définitivement quitté mon domicile parental il y a 1 an et demi, 2 ans. Maintenant, oui, je vis seul dans mon appartement. Ouais. Et donc, une fois que tu as été diagnostiqué, donc tu avais 20 ans, tu étais encore en études, j'imagine? Oui. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des cours ou il y a eu des aménagements Eh ben, en peut-être? fait, oui, mais alors, c'est arrivé plus tard parce qu'en fait, jusqu'ici, j'arrivais à avoir des notes plutôt correctes et je jugeais que j'en avais pas besoin. Mais à partir du master, là, j'ai eu beaucoup de mal à cause de la difficulté. J'ai eu beaucoup de mal à terminer les examens dans le temps imparti, ce qui me provoquait des mauvaises notes et cela m'a fait redoubler. Et c'est à la suite de cela que j'ai demandé d'avoir un tiers-temps pour terminer ces examens dans les temps parce que, à cause de mon syndrome, euh, j'ai en effet beaucoup de mal à réfléchir assez rapidement, prendre vite des décisions, ce qui fait perdre du temps. Donc, et oui, l'obtention de ce tiers-temps m'a vraiment aidé à obtenir mon diplôme de master. Hein. Il y a une question qui me vient là, c'est du coup, vu que tu as du mal à te concentrer ou à prendre des décisions rapides, j'imagine qu'il y a certains trucs que tu peux pas faire, comme passer le permis ou Eh quelque chose ben, du genre. non, contrairement à ce que l'on croit, cela ne m'a pas posé problème de passer le permis de conduire. J'ai beaucoup fait de de toute façon, j'ai beaucoup fait de conduite accompagnée avec mon père avant de le passer. Et quand je conduis, non, je me sens plutôt bien. Là, j'arrive à me détendre, ça ne pose pas de problème. Sauf quand, on va dire, je peux me retrouver dans des embouteillages. Là, je peux peut-être un peu plus soit angoisser, soit m'énerver, mais je n'ai aucun problème à respecter le code de la route. Non, à conduire la voiture, ce n'est pas un problème pour moi.
Et tu nous disais tout à l'heure que tu te faisais... Enfin, il y a eu un peu de harcèlement, etc. à l'école. Oui, Est-ce que malgré ça, il y a quand même des gens qui étaient gentils et t'arrivais quand même à oui, te faire des amis? oui, il y arrivait. Alors, oui, au collège, il y avait quand même quelques personnes, oui, qui étaient pratiquement, oui, des amis avec qui je discutais beaucoup et oui, qui m'acceptaient tel que je suis. Mais bon, mais c'est vraiment à partir du lycée que j'ai commencé à avoir de véritables amis qui pouvaient eux aussi être rejetés par la société, qui eux aussi avaient des problèmes au sein du lycée. Et avec ces copains, je suis toujours en contact avec eux, hein, 10 ans après, donc ça se passe bien. Donc j'en ai pas beaucoup, mais j'ai toujours des amis. Ouais. Oui, je pense que c'est dans ces moments-là où tu te fais des amitiés vraiment plus fortes, parce que c'est Mhm. des personnes qui tiennent vraiment à toi et pas des Ouais. petites amitiés en surface. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que... Vas-y. Non, 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 T'allais dire quelque chose? vas-y. J'allais te demander, est-ce que tu sens un regard des gens sur toi ou est-ce que tu sentais à un moment les gens qui, je sais pas, te regardent ou pensent des choses de toi? Ben, peut-être pas quand j'étais petit, mais après, oui, je remarquais qu'ils devaient trouver mon comportement bizarre, comme quoi j'étais souvent dans la lune, que des fois je mettais un peu, ça m'arrivait même, c'est pas très fin, mais ça arrivait même de mettre mes mains dans mes poches, voire dans mon slip, et ça pouvait gêner les personnes qui étaient aux alentours, ce que je pouvais comprendre. Mais oui, j'ai quand même fini par me rendre compte que les gens pouvaient me regarder un peu bizarrement, car à cause de ce comportement. Après, Mais si. ça te touche? Ça pouvait me toucher, oui, mais pas de manière positive, oui. Oui, donc tu le vois quand même, enfin tu le ressens, donc ça pèse quand même sur toi le regard des gens. Oui, 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 bien sûr. Est-ce que ça va mieux avec le temps ou c'est toujours présent? Disons que j'essaye de faire un peu plus attention à mon comportement depuis qu'il y a un an, mais parfois ce n'est pas facile. Si je peux avoir des relâchements et ne pas me rendre compte que voilà, des fois je peux ne pas me rendre compte que j'ai un comportement qui peut gêner les autres. Est-ce que tu as déjà vécu des relations amoureuses? Eh ben, pas vraiment, non. Ça m'est déjà arrivé de dire à certaines filles que je les aimais, mais c'était pas réciproque. Et bon, de toute façon, non, c'était pas facile pour moi de me lancer directement dans une relation amoureuse comme ça. Surtout le milieu où j'ai étudié et ensuite travaillé était très très masculin, donc ça ne facilitait pas les choses. Et c'est pour ça que depuis l'année dernière, je me suis inscrit sur un site de rencontre pour, euh, pour pouvoir éventuellement finir par rencontrer quelqu'un, pour ne pas tourner en rond. Et j'ai fini par discuter avec une fille sur ce site de rencontre que je m'apprête prochainement à rencontrer. On verra comment ça se passe, mais bon. Bah, on te souhaite que ça se passe bien. Oui, bien sûr, même si je cache pas quand même que j'ai toujours des inquiétudes pour la vie en couple, parce que oui, comme j'ai du mal à gérer les imprévus, que je peux souvent avoir des relâchements, de problèmes de concentration, cela pourra peut-être poser problème pour la vie en couple à l'avenir, mais bon. Si, en tout cas, je ne serais pas plus heureux si je restais seul le reste de ma vie. Donc, Oui, et puis il y a des personnes qui sont compréhensives, oui, bien sûr. qui peuvent aussi... Bah, de toute façon, une vie de couple, ça se construit à deux, donc... Ça se construit à deux. Bien sûr, je suis un peu angoissé pour l'avenir, mais je tiens quand même à être avec quelqu'un. Ouais. Alors, on a quelqu'un dans les commentaires qui nous dit si tu es conscient que ce comportement peut gêner, pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que c'est des réflexes? Donc, je pense qu'il parlait Ah, parce que c'est involontaire. C'est très souvent involontaire. En fait, je n'ai pas forcément envie de faire ça, mais là, mon corps le fait de manière automatique. Et j'imagine que du coup, c'est fatigant de devoir s'empêcher de faire quelque chose Oui, d'automatique. oui, comme se forcer à rester concentré, par exemple. Oui, ça c'est difficile. Oui. Comment est-ce que tu as choisi ta voie professionnelle? En fait, depuis petit, j'étais passionné par tout ce qui était technologie. Je jouais souvent à des jeux de construction quand j'étais gamin, ce qui me passionnait. Donc en fait, dès le collège, j'ai remarqué que le métier d'ingénieur en mécanique pouvait me correspondre, hein. Par ailleurs, j'avais même fait mon stage de troisième à Snecma, qui est devenu à Safran. Donc j'ai vu que c'était voilà, le domaine de l'ingénierie dans les transports qui me passionnait. Donc, et c'est plus tard, et dès que et juste avant le baccalauréat, en visitant certaines écoles d'ingénieurs, j'ai découvert ce que c'était la conception assistée par ordinateur.
sur CATIA ou SolidWorks, sur concevoir des pièces en 3D, réaliser des plans. Et j'ai su, dès la découverte de ce domaine, que c'est ça que je voulais faire à l'avenir. La CAO. Ouais. Est-ce que dans ton parcours, justement, surtout que toi, tu as su super tôt ce que tu voulais faire, est-ce que dans ton parcours, il y a certains professeurs qui t'ont mis un peu des bâtons dans les roues dû au fait que tu avais du mal à te concentrer? Oui, les professeurs me faisaient la remarque quand mes notes n'étaient pas très bonnes. Alors moins pour mon comportement, mais oui, on va dire jusqu'en seconde, mes résultats étaient plutôt bons. À partir de la première scientifique, qu'on appelait comme ça à l'époque, ça commençait un peu à baisser. Oui, les profs pouvaient me faire des remarques comme quoi c'était pas très bon, mais bon, par contre, jamais ils ne m'ont dit que je n'allais pas pouvoir atteindre mes objectifs. Jamais. Ça au moins. Et j'ai quand même réussi à avoir le bac de justesse. Donc, non, c'est bon, ça n'a pas été un problème. Et comment s'est passé du coup tes études supérieures? Ça s'est étonnamment. Alors au début, c'est plutôt bien passé. Déjà, je m'entendais très bien avec mes camarades de classe. Là, faut dire que les gens étaient bien plus tolérants. Au début, les cours n'étaient pas trop difficiles, j'arrivais à tenir. Non, franchement, je me sentais plutôt bien dans mon université, hein. J'ai étudié à l'université de Ville-d'Avray, on n'était pas trop nombreux. Il y, a- il y avait une bonne convivialité au sein de la classe, on faisait des choses ensemble, notamment dehors de l'université. Franchement, je les ai plutôt bien passés. C'est seulement à partir de la première année de master où là, j'ai j'ai eu des notes de plus en plus mauvaises, ce qui m'a provoqué le redoublement de mon année. Et c'est vrai, je vais même pas cacher que j'ai ressenti à la fois de la déception et de la jalousie de voir tous mes camarades qui passaient et moi qui redoublais. Ça a provoqué une grosse frustration et même de la jalousie, autant dire. Je préfère être honnête. Mais surtout que t'as ton parcours en tête, donc c'est compliqué de re- reculer entre Oui, guillemets. c'est ça. J'ai un programme prévu et dès que ce programme est perturbé, bah oui, ça me provoque des frustrations, bien sûr. Donc après tes études, j'imagine que t'as commencé à mettre des pieds dans le monde professionnel. Exactement, et c'est là que de nouveau j'ai rencontré de gros problèmes. En fait, après mes études, les seules et uniques sociétés qui me contactaient pour des postes, c'était les entreprises de prestations. Si tu vois en quoi cela il s'agit. Est-ce que tu peux expliquer s'il te plaît? La prestation ou un peu comme les intérimaires, c'est des sociétés qui envoient leurs employés pour travailler dans d'autres sociétés, mais tu ne te fais pas embaucher par la société auquel tu travailles. Cela leur permet d'éviter de prendre des personnes en CDI, de venir en renfort pour des missions assez courtes. Donc j'ai commencé par faire de la prestation. Une première fois, ça s'est pas trop mal passé, mais finalement, bon, j'ai quand même été. Le contrat n'a duré que 6 mois. Après, ils ne voulaient pas me garder, donc j'ai dû chercher ailleurs. Et après, une deuxième fois, j'ai trouvé un poste, notamment à Grenoble, parce que j'avais toujours rêvé d'être à côté de la montagne. Parce que moi, je ne suis pas fan de la région parisienne, hein, j'adore tout ce qui est montagne. J'ai trouvé un poste à Grenoble, donc un endroit où je rêvais de m'installer. Je leur ai parlé bien sûr de mon syndrome, hein, comme quoi je peux avoir toutes les difficultés que cela pouvait provoquer. Ils ont ensuite, bien sûr, ils l'ont déclaré donc à la société pour laquelle je travaillais là-bas. On a eu une petite réunion. Et malgré cela, en fait, comme j'étais censé être là pour dépanner un bureau d'études en difficulté, que je n'allais pas assez vite et qu'il me fallait du temps pour m'adapter, la société pour laquelle je travaillais ne m'a pas gardé. Et pour couronner le tout, la société d'intérim qui m'avait embauché m'a dit si ça ne le fait pas avec cette société, ça le fera nulle part ailleurs. On met fin à ta période d'essai. Donc, autant le dire de suite, j'ai été viré et ça m'a provoqué presque une phase de dépression parce que j'ai toujours rêvé d'être là. De toute façon, la prestation, c'était pas du tout pour moi. Et après, j'ai cherché pendant des mois et des mois des postes d'ingénieurs qui m'intéressaient, mais il n'y avait que les entreprises de prestations qui me contactaient. Je savais que ça allait mal se passer si j'y retournais. Et les vraies sociétés ne voulaient prendre que des personnes qui étaient expérimentées. Et oui, à force de chercher des mois et des mois, j'ai fini par accepter de revenir en région parisienne même si moi, ça ne m'enthousiasmait pas du tout. Au final, grâce à ma marraine qui travaillait à Safran Landing System, elle a pu faire passer ma candidature au sein de Safran. J'ai pu passer mes premiers entretiens là-bas, qui se sont plutôt bien passés. J'ai bien sûr tout de suite déclaré ma situation de handicap. Et oui, mon chef m'a vraiment accepté tel que je suis.
Mais l'avantage à Safran, c'est qu'au moins on m'a laissé le temps de, contrairement à la prestation, on m'a laissé le temps de m'adapter, hein, parce que quand je dis m'adapter, c'est-à-dire être autonome sur les tâches et de pouvoir être le plus productif possible. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il m'a fallu un certain nombre de mois, mais j'ai fini par y arriver. On m'a laissé le temps de le faire, on ne m'a jamais trop mis la pression, et ça, c'est vraiment une chose positive. Et au bout d'1 an et demi, mon chef m'a proposé de publier un article sur mon syndrome, grâce à l'aide d'une personne des ressources humaines à Safran, qui m'a fait aussi une petite interview, mais pas en direct, hein, juste... elle a donc rédigé un article, hein, à partir de mes propos, qu'elle a publié sur l'intranet de Safran, et comme ça, tout le bureau d'études était au courant, sans que je leur ai à leur dire moi-même, hein. Est-ce que pour toi, ça peut être une source d'angoisse de devoir dire aux autres d'expliquer ta Pas situation? une source d'angoisse, mais disons que parfois je l'exprime pas d'une bonne manière. Certaines personnes ne savent pas forcément ce que c'est. Devoir l'expliquer à chaque fois, ça peut être un peu fastidieux, je dirais. Si la personne sait bien en quoi il s'agit, il n'y a pas de souci. Si la personne ne sait pas du tout ce que c'est, qu'il faut l'expliquer, parfois je peux sentir une certaine gêne, on va dire. Bah, c'est vrai que si on n'est pas confronté du tout à des personnes en situation de handicap, surtout bah, du coup comme l'autisme où il y a plusieurs spectres, on n'est pas du tout formé, donc on ne sait pas. Enfin, moi, je sais que par exemple, je ne pourrais pas dire si quelqu'un vient me dire que la personne est atteinte d'autisme, je ne saurais pas comment réagir, par exemple. Oui, oui, ça peut se comprendre en effet. Est-ce que tu penses qu'on devrait être un peu plus formé dès l'école, par exemple, là, qu'est-ce que c'est le handicap? Oui, ce serait. Alors, j'ignore s'ils le font en ce moment, hein, l'école a quand même mal évolué depuis, mais oui, ce serait bien de parler de ce genre de comportement aux élèves pour qu'ils comprennent ce que c'est, parce que si on leur dit dès le début de quoi il s'agit, ils pourront certainement mieux l'accepter. Donc toi, tu dis que tu as donc la qualification RQTH. Est-ce que c'est difficile de C'est pas une qualification, c'est une reconnaissance. Reconnaissance, pardon. Est-ce que c'est difficile de l'obtenir? Oui, c'est vrai que ça s'obtient pas du jour au lendemain. Il faut faire le diagnostic pour être reconnu comme handicapé. Et après, oui, la procédure à remplir sur le site de la MDPH, Maison des personnes handicapées, est assez long. Et pour obtenir le renouvellement, ça a vraiment été très très long parce que c'était valable que 5 ans, qui est un comble, hein, parce que on ne guérit pas entre guillemets de ça. Et il a fallu quasiment 1 an et demi d'attente pour que j'obtienne oui c'est ça, le renouvellement de ma RQTH. 1 an et demi d'attente. Mais pendant ce temps-là, du coup, t'avais rien ou... Si, mais j'avais ma RQTH périmée. Mais ça compte quand même? Quand ça peut quand même compter, oui, bien sûr, mais ça pose problème à l'administration. Et donc ça te permet d'avoir Enfin, dans le monde du travail, ça change quoi, par exemple? Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, justement, alors j'ignore depuis combien de temps, mais depuis au moins quelques années, les entreprises françaises payent moins de taxes lorsqu'elles embauchent un quota de personnes avec une RQTH. En gros, si elles emploient des personnes reconnues comme handicapées, elles auront moins de taxes à payer. Est-ce que tu penses que c'est positif ou négatif? Je pense que c'est plutôt, même s'il ne faut pas faire de discrimination positive, je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que cela permet aux personnes atteintes de ces handicaps de s'intégrer plus facilement au sein de des entreprises et donc de la société. Donc oui, je le considère comme une bonne chose. Est-ce que tu penses qu'il y a des entreprises qui, avec ça, vont vouloir augmenter leur quota, mais juste pour justement avoir les quotas et pas parce qu'ils ont vraiment une ouverture d'esprit? Honnêtement, tout peut se produire, donc peut-être qu'il pourrait y avoir des débordements, je ne sais pas, mais bon, tant que les entreprises vérifient que la personne a les qualifications, peu importe qu'elle ait une RQTH ou pas, elle mérite d'être embauchée, oui. Et justement, avec tes expériences personnelles à toi, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le monde professionnel est adapté aux personnes en situation de handicap? C'est déjà mieux, je pense mieux, mais cela dépend en fait. À Safran, on me laisse le temps de m'intégrer, on vérifie que je suis bien à l'aise, il n'y a pas de souci. Après, je ne pense pas que ce soit le cas partout, en effet. Par exemple, aussi de la prestation, il fallait être tout de suite efficace, et ça, c'était pas pour moi. Donc, à ton travail, tu sais quoi les aménagements qu'ils ont fait pour toi? Alors, il n'y a pas eu tant d'aménagements que ça. Moi, je leur ai juste dit que j'aime bien les milieux calmes, mais l'open space en bureau d'études m'allait très bien, puisqu'il n'y avait pas trop de bruit.
Non, c'était ça et je leur ai dit que je pouvais avoir des difficultés à me concentrer lors des réunions, mais ça maintenant ils le savent. Par contre, j'ai des fois j'avais un peu la mauvaise habitude de me relâcher un peu sur mon travail. Ça m'arrivait d'aller un peu trop sur Internet, de regarder un peu, d'aller sur Google, regarder les cartes. Je regardais un peu la mauvaise habitude d'aller souvent sur Google Maps et de relâcher un peu mon travail, au point que mon chef me l'a dit, il avait tout à fait raison, hein, comme quoi il faut pas trop y aller parce que ça montre que tu te relâches un peu et c'est un peu un manque de sérieux. Et j'ai réussi à y faire face et ne quasiment plus aller sur Internet pour montrer que j'étais sérieux dans mon travail. Qu'est-ce que tu penses du coup Est-ce qu'il y a des formations plutôt pour aider donc ton management autour de toi à, à apprendre à gérer certaines situations? Ma question n'est pas du tout claire, désolée. Est-ce que quand tu as été embauché, ton cercle du coup management, donc tes chefs, tes collègues, ont eu une espèce de formation de qu'est-ce qu'il faut faire Non, ils n'ont pas eu de formation. Il y a juste mon chef qui leur avait dit à certains que j'étais atteint d'un syndrome, pour certains de mes collègues. Mais non, il n'y a pas eu de formation. Tout ce que j'ai fait circuler, c'est l'article avec l'aide de la personne des ressources humaines que l'on a publié sur l'intranet de Safran. Et tu avais une différence peut-être de réaction avec tes collègues? Est-ce qu'ils te côtoient différemment? Non, ils ne me côtoient pas différemment. Ils me considèrent vraiment comme une personne comme les autres. Il n'y a pas de souci à cela. C'était quoi ton rêve quand tu étais petit? Mon rêve quand j'étais petit, ils sont un peu vagues. De toute façon, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu de la technique. Il n'y avait pas de souci à cela. Quand j'étais petit aussi, et toujours maintenant, j'avais aussi une grande passion en fait à lire les cartes et les atlas. J'avais une grande passion pour la géographie et même pour l'histoire. Hein. C'est une de mes grandes passions, sachant que je possède en fait une bonne mémoire dans ce domaine. Hein. Par exemple, je connais quasiment toutes les capitales du monde. Hein. C'est un de mes points. Mais je ne voyais pas quel métier je pouvais faire à l'avenir là-dessus. Donc c'est pour ça que je me suis pas orienté vers l'histoire géographique. Je me suis orienté sur la technique, là où il y avait beaucoup plus de débouchés. Mais en tout cas, si la question était bien de savoir qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Mais du coup, comment t'es venu parce que tu nous as dit dès le collège, tu savais que tu voulais être ingénieur mécanique. Mais déjà au collège, c'est super tôt. Mais quel cheminement tu t'es fait Est-ce que c'est parce que tu aimais déjà construire des choses Oui. Oui, qu'en fait, oui, j'adorais les jeux de construction, aussi bien les Lego que les mécanos, que faire des caplas. Oui, j'adorais construire des petites machines, des petits moyens de transport, en suivant les outils d'emploi, bien sûr. Mais oui, j'avais vraiment une grande passion dans les jeux de construction, donc ce qui peut expliquer ma passion pour la CAO. Est-ce que tu construisais des grands trucs ou ça restait des tout petits Aussi bien des grands trucs que des petits trucs. Ça appelle que des petites voitures, des camions, des bulldozers, ou des fois même des bâtiments. J'adorais construire des grandes tours en Kepler. Ça, c'était une de mes passions. C'est vrai que c'était bien. Ça me rappelle une bonne époque. Est-ce que en grandissant, tu as vu une évolution donc toi de ta gestion de tes crises d'angoisse, etc. Oui. En fait, pour ce qui est... Oui, quand je me suis retrouvé plus autonome et à devoir gérer plus de situations par moi-même, forcément, ça m'a provoqué davantage de stress, évidemment. Dès que je me retrouvais face à un imprévu, je sais pas, quelque chose que j'avais tendance à angoisser. Par exemple, la fois quand j'ai été licencié, ça m'a provoqué à la fois de l'angoisse et du désespoir. Hein. Licencié de mes postes de prestation, bien sûr. Ou alors quand j'ai redoublé mon année, oui, ça aussi, je l'ai vraiment mal vécu. Oui, il y a ça. Mais voilà, mais le gros point... après, pour ce qui est de mes manques de concentration ou mes mauvaises habitudes, ça c'est toujours resté constant depuis que je suis petit. Hein. C'est juste que j'essaye un peu de ne pas les reproduire en tant qu'adulte, mais c'est pas facile. Par contre, ce qui s'est vraiment aggravé, c'est mon hypersensibilité un peu à mon environnement, que ce soit quand je veux me détendre, profiter de quelque chose, contempler quelque chose, regarder un film ou marcher, et que mon esprit se concentre sur tout ce qui me gêne dans mon corps, ça devenait tellement intense que ça m'a provoqué des phases de dépression, quasiment.
au point. Comment tu sortais de ces phases de dépression? Parce que tu nous as dit aussi déjà Je suis quand allé tu t'es fait voir licencier. un psychiatre qui me donne quelques antidépresseurs, mais bon, l'efficacité reste limitée, donc j'essaie de voir des sophrologues pour pour faire éventuellement des exercices pour faire face à ces problèmes d'hypersensibilité, essayer de les oublier, même si l'un des points les plus efficaces pour ne pas trop y penser, c'est être avec quelqu'un, profiter du moment avec quelqu'un, parler avec cette personne. Ça me permet de les oublier plutôt que de quand je suis seul. Mais oui, ça a été. Depuis que j'ai cette aggravation de mes problèmes d'hypersensibilité depuis 2 ans, oui, ça m'a vraiment provoqué des phases où je n'allais pas bien du tout. Et tu nous dis que c'est mieux quand tu n'es pas seul, mais du coup tu vis seul. Comment est-ce que tu as vécu la transition entre les deux? Oui, c'est vrai que quand j'étais seul dans mon appartement, oui, alors oui, il y avait des moments où ça n'allait pas très bien, en effet. Du coup, soit j'essaie de me plonger sur Internet pour oublier un peu mes soucis, mais bon, je ne peux pas faire que de l'Internet, c'est quand même pas très bon. Donc, j'essayais de voir des personnes à l'extérieur, que ce soit ma famille ou mes amis, c'est ce que je pouvais faire. Mais après, ça ne m'a pas posé de problème pour le travail. Pour le travail, j'arrive à oublier ce qui me gêne quand je dois réfléchir ou je dois me concentrer. Donc heureusement que je travaille car ça permet également d'oublier mes soucis des fois, aussi étonnant que ça paraisse. Ça s'est bien passé, l'adaptation de ta vie chez ta famille et ta vie tout seul? Oui, j'avais déjà une expérience parce que j'avais vécu en partie seul lorsque j'avais fait mes stages en province ou mes postes de prestation également en province. J'avais déjà une certaine expérience, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et tes parents, ils avaient pas un peu peur de te laisser tout seul? Pas spécialement, non. Cela, ils voyaient que j'arrivais à me débrouiller, cela ne leur posait pas problème, non. Est-ce que tu as des frères ou Oui, des bien sœurs? sûr, j'ai une sœur et un frère plus jeunes. Est-ce qu'ils sont aussi atteints d'autisme? Non, pas du tout. En effet, et puis même d'ailleurs, quand j'étais jeune, ma sœur pouvait même avoir été également gênée par mon comportement, ce qui fait qu'on pouvait facilement se disputer. Et aujourd'hui, ça va mieux? Oui, maintenant on est plus adultes, cela va beaucoup mieux, et puis on ne vit plus sous le même toit, donc non, maintenant il n'y a plus de soucis. On va faire du coup on va faire la petite activité de quiz. Oui, Je vais te poser donc quelques questions et c'est à toi de me dire si tu connais la réponse ou si tu préfères que je te donne la réponse si tu ne sais pas. mhm. Alors la première question c'est quelle est la principale source d'énergie renouvelable utilisée en France? Je dirais l'hydraulique, avec les barrages. C'est hydroélectricité. Hydroélectricité, ouais. Ouais, c'est ça. Moi je m'y connais pas du tout, hein, donc Ah bah. moi j'apprends en même temps que j'apprends en même temps que nos auditeurs, nos spectateurs. Quel est le nom du tout premier avion à avoir franchi le mur du son? Alors, je ne sais plus quel est l'avion. Je sais que c'était à la fin des années 40. Je ne me souviens plus du nom de l'avion, mais je sais que le pilote était américain et s'appelait Chuck Yeager. Oh, t'as plus d'infos que moi. Moi, je connais juste le nom de J'ai oublié l'avion. Le nom de l'avion, c'est Bell X1. BX1, d'accord. Bon, Bell, Bell. BE2L. Ah, Bell comme la ceinture. Bell ça. X1, ok. Mais je sais que c'était par Chuck Yeager, ouais. Quel pays a été le premier à accorder le droit de vote aux femmes? La Nouvelle-Zélande en 1893. Bravo. Que signifie le sigle GPS? Bonne question. En fait, j'ai pas posé la question. Ce doit être... malgré que j'ai des bons repères géographiques, je ne me suis pas posé la question. Je l'ignore, autant le dire tout de suite. Ça veut donc le sigle GPS signifie Global Positioning System. Global Positioning System. Bon, Okay. Désolé pour mon accent anglais. Non, mais je le retiendrai comme ça, c'est une information. Quel traité a mis fin à la Première Guerre mondiale? C'est le traité de Versailles, en 1919, dans la Galerie des Glaces. Parfait. Pourquoi est-ce que les hublots d'avion sont-ils toujours ronds? Ah, pourquoi ils sont ronds? Alors déjà, il y a une double protection sur pourquoi est-ce qu'ils sont ronds. Question intéressante, peut-être pour que je devrais savoir. Alors moi, je suis plutôt dans les roues et les freins, donc les hublots, c'est pas trop le domaine où je travaille. Mais est-ce qu'il y a une question de répartition des forces sur le hublot? Mais je ne suis pas sûr, je ne veux pas répondre. Alors, j'ai pas une réponse aussi détaillée que la répartition des forces, mais moi, la réponse que j'ai, c'est parce qu'avant, ils faisaient des hublots carrés. Donc, les hublots carrés de Havilland Comet, donc dans les années 50, Oui. ça provoquait des fissures et donc des crashs à cause des coins
et qui ne supportait pas qui concentrait trop de Oui, pression et du c'est coup bien ça lié à fissurait. ça en fait. C'est parce qu'en fait, en effet, il y avait trop de pression qui était concentrée sur les bords en angle droit, donc c'est pour ça qu'ils ont créé des surfaces circulaires. Maintenant, je comprends mieux. Quel train traverse 8 fuseaux horaires? Le transsibérien qui relie Moscou à Vladivostok. Bravo, En effectivement. Donc, Russie. est-ce que tu sais combien de kilomètres parcourt ce train? Je vous dis le nombre exact. Vas-y, 9288. parfait. Oui, j'ai une certaine facilité à retenir les nombres et les dates. Donc, Bah, c'est très pratique parce que moi, pas du tout. Donc le train, ça fait un trajet de 7 jours et donc C'est il ça. traverse les 8 fuseaux horaires. Qui est le plus rapide entre une Bugatti Chiron et le Shanghai Maglev? Le Désolé. Transrapide de Shanghai. Je pense, alors, ça dépend si on parle. Pour le Transrapide de Shanghai, ça dépend si on parle de la vitesse de croisière ou la vitesse maximale atteinte. Mais Vitesse régulière. régulière, le Transrapide de Shanghai peut atteindre 430 km/h, hein, je le sais parce que je l'ai pris. Et la Bugatti Chiron, ou Veyron, je sais pas bien, Chiron. peut également atteindre une vitesse quasiment similaire de 430, mais je dirais que vraiment en vitesse de pointe, le Maglev est un peu plus rapide. Donc effectivement, en vitesse de pointe, le Maglev est plus rapide, mais si on met à vitesse Mais croisière, si on entre met la guillemets, vitesse de croisière entre guillemets du Transrapide de Shanghai et la vitesse maximale de la Bugatti Veyron, c'est quasiment la même vitesse, vers 430 km/h. c'est ça. Il y a juste 10 km de plus sur la Bugatti, c'est 440 km/h. Oui, bon, j'étais pas très loin. Pourquoi est-ce que la mer Morte s'appelle Morte? Parce que déjà c'est une petite mer fermée qui n'a plus beaucoup d'eau, son taux de concentration de sel est extrêmement élevé et comme il n'y a quasiment pas de vie à l'intérieur, pas de poissons ou quasiment aucun organisme, et c'est pour ça qu'on l'appelle la mer morte. C'est exactement ça. Et donc en fait, il n'y a aucune forme de vie parce que, comme tu l'as dit, la Concentration de sel salinité est trop élevée. Et ben bravo, tu avais beaucoup de bonnes réponses. Merci bien. Donc tu as pris le train express à Shanghai, c'est ça? Oui, le Transrapide de Shanghai, parce qu'en fait, mon voyage en Chine, que j'ai effectué un voyage en Chine il y a 7 ans, je rêvais toujours d'y aller, aussi bien pour la culture que pour les monuments, que pour les bâtiments à voir. Et oui, ça a été l'un des plus beaux voyages de ma vie. Et justement, quand je suis arrivé à l'aéroport de Shanghai et que j'ai pris ce train à cette station magnétique, c'était l'un des plus beaux instants que j'ai vécu au cours de ma vie. Autant le dire tout de suite. C'est beau. Ouais. Mais est-ce que, c'est peut-être une question bête que je vais poser, mais est-ce que quand tu voyages, ça peut te poser des problèmes du coup justement de voyager? Exactement. Alors oui, en effet, si je voyageais tout le temps seul, oui, je serais très souvent stressé, angoissé. C'est pour ça que j'évite de faire des longs voyages seul. Avant, je voyageais avec ma famille. Après, je me suis pas mal mis à voyager avec l'UCPA, si vous voyez ce que c'est. Pas du tout. Ah non, Union des centres sportifs de plein air. C'est écolo sportif pour adultes. Je suis D'accord. plusieurs fois parti à l'étranger avec eux pour effectuer des treks et visiter les pays. Et je suis également parti un peu aussi en voyage à l'étranger, aussi bien avec mes copains qu'avec mon petit cousin avec qui je m'entends bien. Donc j'adore voyager, mais c'est beaucoup mieux que je sois avec une personne, comme ça, moins de sources d'angoisse, et comme ça on peut partager ses émotions. C'est vraiment ce qui compte pour moi. C'est très bien. Déjà, c'est très bien que tu arrives à savoir ce qui est bon pour toi et comment gérer au mieux les situations. Et quel est ton quotidien? Est-ce que tu nous as dit que du coup, tu avais certains médicaments ou de sophrologie, je sais pas, ou de séances de sophrologie. C'est ça. Mais c'est quoi globalement ton quotidien? Quand je rentre chez moi, j'aime beaucoup regarder des vidéos sur YouTube pour me détendre. C'est au point que j'ai fini par être un peu accro à cette plateforme. Je joue un petit peu aux jeux vidéo, bien sûr, avec ma Nintendo Switch, que j'ai eu très tardivement. Mais bien sûr, je ne fais pas que ça. Je joue un petit peu de piano pour mon plaisir. Dans le temps, je prenais des cours, même si là, j'ai arrêté les cours et mon niveau s'est un peu affaibli. Je vais de temps en temps au Basic Fit pour faire de la musculation. Et j'adore courir avec mes collègues, notamment le mercredi. Ça me fait du bien, ça me permet de discuter un peu avec eux. Et le week-end, quand j'ai du temps libre, je vais soit marcher ou bien découvrir, je sais pas, visiter un monument, visiter une exposition ou voir des gens que je connais. En tout cas, je n'aime pas rester seul enfermé toute la journée. Est-ce que dans ton quotidien, la partie un peu médicale prend beaucoup de place? Non, ça prend pas beaucoup de place. Mais par contre, mes problèmes d'hypersensibilité perturbent mon quotidien, oui. Est-ce qu'il y a des aménagements de ta vie qui peuvent faire que ça va mieux? Peut-être, je sais pas, du yoga, ou est-ce que chez toi,
t'as un aménagement de meubles spécial ou Non, autre? je n'ai pas enfin si, j'ai juste il y a quand même un point, j'ai quand même un casque anti-bruit au cas où, lorsqu'il y a des sons parasites qui viennent de l'extérieur, parce que j'ai besoin de calme lorsque j'essaye de dormir. Donc au cas où il y a des bruits qui me dérangent à l'extérieur, j'ai un casque anti-bruit pour me protéger de ces sons parasites. Quand tu regardes des vidéos YouTube, par exemple, Oui. est-ce qu'il y a des fois où il y a des vidéos qui t'ont mis un peu dans le mal? Parce qu'il y avait, je sais pas, un bruit soudain fort ou autre? Oui, non, non, comme je peux régler le son à ma manière ou passer la vidéo comme je veux, non, ça ne me pose pas problème. Vu que tu es passé par plein d'étapes, toi, dans ta vie, est-ce que tu aurais des conseils vis-à-vis enfin, des conseils à donner à des parents qui découvrent que leur enfant est atteint d'autisme ou justement à des enfants qui sont Ah oui, il y a des atteints conseils. d'autisme? Eh ben, comme je dire, déjà, il devrait faire leur possible, donc faire un diagnostic pour ensuite obtenir une RQTH, comme ça, l'enfant et si possible prévenir l'établissement que l'enfant est atteint d'un trouble autistique, et que les élèves soient au courant, parce que comme ça, ils sauront à quoi s'attendre. Ouais, donc oui, ça faire la démarche pour obtenir les RQTH, prévenir les établissements scolaires que l'enfant est atteint. Et, euh, et leur montrer, et bien sûr bien expliquer que ce n'est pas parce qu'il est atteint de ce trouble autistique qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut dans la vie. Enfin, cela pourra que malgré les problèmes qu'il rencontrera, il pourra quand même faire ce qu'il veut. Ce n'est pas Oui, donc le pousser à continuer à croire en lui plutôt exactement. Enfin, que... pousser oui, c'est ça, pousser à aller jusqu'au bout de ses objectifs. Bah, c'est censé... Enfin, pour moi, c'est censé le faire avec n'importe quel enfant, mais effectivement, c'est ne pas... comment dire? Ne pas le mettre de côté, Non, justement. pas de mettre non, en effet, surtout ne pas dire qu'il n'y arrivera pas. J'ai un peu un cliché dans ma tête, je sais pas si c'est vrai. Dans certains films, on voit certaines personnes qui ont de l'autisme. Alors effectivement, dans les films, ils précisent peut-être pas forcément quel spectre d'autisme les personnages ont, mais on a un peu cette image de une personne qui est autiste. C'est un peu une journée minutée. Telle heure, il doit se brosser les dents, telle heure, il doit faire ça, Oui, etc. oui, Est-ce en que c'est effet. ça pour tout On le va monde? dire oui, j'aime bien avoir. Disons que je mange à des heures plutôt précises, on peut dire ça en effet. Et je me couche à peu près à la même heure en effet. Ça peut, oui, avoir un train de vie assez. Il peut avoir un train de vie, oui, assez précis en fonction des heures de la journée. Enfin, pour moi, ça peut être le cas. Mais je ne vais pas devenir dingue s'il y a une petite modification, hein, cela dépend. Mais c'est vrai que oui, de nombreuses personnes autistes ont un train de vie bien défini en fonction de la journée. Ouais. Et est-ce que tu trouves que dans les vidéos ou dans le cinéma en général, le trouble autistique est bien représenté? Bah, pendant longtemps, c'était pas trop le cas. Déjà, c'était très peu représenté. Et les premières tentatives, le problème, c'est quand on le faisait jouer par des personnes qui n'étaient pas atteintes de ce syndrome, bon, bah, c'était très difficile à représenter. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de films qui représentent bien le profil de ces personnes autistes. Et peut-être que ça manquerait pour justement que les gens soient un peu plus ouverts à ça. Oui, bien sûr, bah, ce serait bien de leur faire découvrir ça via le cinéma, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de bons exemples en tête. Ouais. Le film Hors Norme qui était sorti il y a 5-6 ans, mais ça c'était vraiment pour les autistes lourdement atteints. Il ne faudrait pas que toutes les personnes pensent que qui dit autiste dit personne lourdement handicapée. Donc, Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, dans les films ou dans les séries qui représentent justement les personnes atteintes d'autisme, effectivement, tu viens de me faire remarquer que c'est toujours des gros autismes. Oui, en fait, pour faire une personne lambda, alors peut-être pas lambda, mais de nombreuses personnes penseront que lorsqu'on parle d'autisme, on pense à quelqu'un qui est lourdement atteint, qui n'est pas du tout intégré dans la société, qui ne peut pas travailler, très difficilement parler avec les autres, qui va très facilement faire des crises d'angoisse. Et non, ça ne représente pas tous les autistes, bien sûr. Il y en a beaucoup qui ne se voient pas du premier coup et qu'on découvre par la suite. Donc, voilà, qui dit autiste ne dit pas forcément quelqu'un de lourdement atteint. Je pense que globalement, ça revient un peu sur toute ton histoire, l'enfance et même tes expériences professionnelles. Je pense que on n'est pas encore, enfin la société n'est pas encore adaptée
à l'autisme? Il y a eu des progrès. Je dois remarquer, surtout au sein de l'entreprise, il y a eu des progrès. Oui, en effet, là où il reste encore des progrès à faire, c'est surtout auprès des personnes en général, parce que oui, il y a encore beaucoup, même après avoir discuté avec d'autres personnes atteintes de l'autisme, c'est des personnes qui subissaient autant de harcèlement, voire plus de harcèlement à l'école que moi, qui des fois même étaient déscolarisés. Et quand j'entendais ces témoignages, ça montrait que il y avait encore beaucoup de progrès qui restaient à faire. Tu en entends souvent des témoignages? De temps en temps. Merci beaucoup Il n'y a pas de quoi. d'avoir pris ton temps et d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ton parcours et d'avoir répondu à toutes les questions. C'est très gentil. Est-ce que tu veux faire passer un message peut-être ou dire quelque chose? Franchement, si n'ayez pas peur et n'ayez pas honte si vous êtes atteint d'un trouble autistique, ou tout autre trouble, n'ayez pas honte de le dire aux autres et d'expliquer ce que vous avez. Ne passez pas votre temps à le cacher. Oui, c'est surtout que ça peut être très fatigant et contraignant. Bien sûr, voilà. Non, n'hésitez pas à montrer ce que vous avez. Certaines manières de le dire, parce que si tu le dis à des personnes incultes et que tu le dis de manière simpliste, oui, bien sûr que cela pourrait ne pas très bien se passer, mais disons qu'il faut le dire d'une certaine manière. Mais voilà, le cacher, ne rien dire, ça n'arrangera pas les choses. Enfin bon. On va rester, ça va être le mot de la fin. N'hésitez pas à vous montrer et à montrer qui vous êtes. Merci beaucoup d'être venu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'histoires. Si vous voulez aussi raconter votre histoire, n'hésitez pas. Nous avons un petit formulaire dans la description à remplir. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine.